Alors, cet objet, tout le monde aura, j'imagine, a priori, vu ce que cet objet est. Cet objet est daté de 1588, donc 7 ans d'écart avec la précédente peinture de Vincenzo Campi. Ici, nous sommes de l'autre côté de la Méditerranée, nous sommes en Espagne. Et ce tableau est signé Del Greco, ce grand peintre d'origine grecque, né à Héraclion et mort à Tolède, qui est né en 1541 et qui est mort en 1614. Ce tableau date donc de 1588, donc il est encore jeune, c'est un tableau du début de la maturité du Gréco. Et ce tableau est important pour un nombre incalculable de raisons que je vais essayer de décrypter. Première chose importante, je recontextualise, le Gréco est un peintre extrêmement important pour comprendre la fin du maniérisme, la transition entre le maniérisme et le baroque. On est dans la période la plus dense en Espagne. Je vous rappelle qu'à partir de 1546, Charles Quint abdique. C'est Philippe II qui prend le pouvoir. Philippe II meurt en 1598, puis ensuite c'est son fils, Philippe III, qui prend le pouvoir. Philippe III a toujours été considéré comme relativement indébile. Donc c'est les favoris qui prennent le pouvoir, etc. Et donc Gréco a vécu deux sphères particulières de pouvoir en Espagne. Le pouvoir extraordinairement fort de Philippe II et un pouvoir beaucoup plus complexe et beaucoup plus pervers sous Philippe III. On sait qu'à cette période, l'Espagne est le pays le plus riche du monde, c'est-à-dire que la fortune de l'Espagne est absolument colossale et sans limite. Et donc ça veut dire qu'il y a une profusion d'œuvres, il y a une profusion d'achats d'œuvres, et il y a une dynamique culturelle qui se fait dans cet espace qui est extraordinairement fort. Toute la peinture de Gréco reflète évidemment toutes ces crises successives, alors même que lui vit à Tolède, qui est une ville, donc la grande ville de l'aristocratie espagnole, et une grande ville de symbole de la Reconquista contre Al-Andalus, évidemment, puisqu'on vient de s'en sortir à peine un siècle et demi auparavant. Ce tableau donc est daté de 1588. Il est conservé dans une petite église qui s'appelait Santo Tomé, à Tolède. Et ce tableau porte donc le titre, mais vous le savez sans doute déjà, de l'enterrement du comte d'Orgaz. Alors, en 1586, Gréco va recevoir une commande. Alors, je vous lis juste contractuellement la commande que Gréco lit, que Gréco reçoit, parce qu'elle est importante pour comprendre le tableau. Le texte de la commande stipule la chose suivante. Sur la toile, j'ai oublié de vous dire une chose extrêmement importante, c'est le format de la toile. Le format de la toile, c'est 4,60 m par 3,80 m. C'est donc un très très grand format. Le texte de la commande dit la chose suivante. Sur la toile, il sera peint une procession avec le curé et les autres membres du clergé qui officiaient alors pour l'enterrement de Don Gonzalo Ruiz de Toledo, seigneur de la ville d'Orgaz, quand descendirent Saint-Augustin et Saint-Étienne pour enterrer le corps de ce seigneur, l'un tenant la tête, l'autre les pieds, le déposant dans la sépulture et devant de nombreuses personnes qui étaient en train de le regarder. En dessus de tout ceci, il faut faire un ciel ouvert en gloire. Et là, vous avez donc la réponse de Gréco, qui est le truc qui répond. Gréco répond à la lettre et fait cet objet, qui est un objet qui est extrêmement important. Alors, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi et la structure qui est assez complexe. Donc, ça veut dire que ce que vous regardez un tableau qui est fait à la fin du XVIe siècle, mais qui représente une scène qui a eu lieu au début du XIVe siècle. C'est-à-dire que le monsieur au teint gris, dans armure sombre, qui est mort dans le linceul et qui se fait porter par les deux ecclésiastiques habillés, ce personnage meurt en 1323. Donc ce que vous voyez est une peinture de la fin du XVIe siècle qui représente quelque chose qui a eu lieu à un tout autre temps, c'est-à-dire au début du XIVe siècle. Et c'est ça que vous voyez. Et après, je vais essayer d'expliquer comment tout ça, ça fonctionne, et qu'il y a eu un miracle à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il meurt le 3 décembre 1323, et que le lendemain ou le surlendemain, quand on l'enterre, apparaissent de manière miraculeuse Saint-Étienne et Saint-Augustin, et c'est Saint-Étienne et Saint-Augustin qui viennent transporter le corps pour le mettre dans le tombeau. Et c'est précisément ça que vous voyez, mais que vous voyez dans une image qui est faite à la fin du XVIe siècle, en 1588. Alors, la structure du tableau. Alors, cette structure est totalement fascinante.
Alors, je vais essayer de le dire point par point pour comprendre comment ça marche. Ici, vous avez dans le premier carré, un premier rectangle du centre, vous avez donc le premier récit. Ici, ce que vous voyez, c'est le comte d'Orgaz, qui meurt le 3 décembre 1323, qui est entouré d'ici de Saint-Étienne et ici de Saint-Augustin. On est donc ici dans une scène qui est à la fois une scène matérielle, un enterrement, et une scène miraculeuse, puisque vous avez quelqu'un qui appartient à la vie matérielle et deux personnes qui appartiennent à la vie miraculeuse. Ça, c'est la première scène, elle se passe donc en 1323. Okay, ici, vous avez une autre scène subsidiaire sur le manteau de Saint-Étienne. Vous avez ici la représentation de la lapidation de Saint-Étienne. Là, vous le voyez, hein, Saint-Étienne est ici, et il se fait lapider. C'est le martyr de Saint-Étienne. Saint-Étienne est le premier martyr de l'histoire de la chrétienté, et il se fait ici martyriser. Alors, on ne sait pas exactement les dates, on estime que c'est entre 31 et 39 de notre ère. Donc ça, c'est un autre temps. On est au 1er siècle de notre ère. Et après, on expliquera d'autres choses. Ici, il y a une autre figure, alors très compliquée parce qu'il y a 3 personnages dont il faudra que je vous parle, mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a la représentation d'un franciscain, qui est un autre pilier du tableau. Ici, on a la représentation d'un autre ecclésiastique qui font un autre pilier du tableau. Ici, vous avez la bande centrale. Cette bande centrale, c'est le portrait de tous les commanditaires de l'œuvre. Donc, tous ces personnages nous regardent entre 1586 et 1588. Okay, et ici même, vous avez, à cet endroit-là, qui vous regarde droit dans les yeux, un autoportrait de Gréco. Il est là. Okay, ensuite de ça, ce que j'ai essayé de vous fabriquer, c'est ici, il y a une ligne jaune. Cette ligne jaune est la plus importante puisque c'est cette ligne qui va distinguer, au sens où Deleuze l'aura parfaitement compris, c'est-à-dire la construction du tableau en 2 espaces et en plis. Le tableau est parfaitement plié ici. Le point rouge, c'est le centre efficient du tableau. Vous remarquerez qu'évidemment, le tableau, comme toujours, n'est pas plié au niveau du centre, ce qui permet évidemment de vous obliger dans le regard à vous forcer à un autre équilibre. Okay, donc ici, la ligne, c'est la ligne du centre du tableau. Comme par hasard, ça passe sur le niveau des 4 flèches. Le seul objet qui traverse ici, c'est, alors évidemment, là, ça se voit mal, mais c'est l'objet, le grand ostensoir avec la croix du Christ, le crucifix, qui lui fait la transition entre les 2 plans, le plan matériel de la mort et le plan supérieur, qui est le plan de la résurrection et le plan de la métaphysique. Si je reviens à la deuxième image, voilà. Ensuite de ça, ce que vous avez, c'est il y a une ligne qui est la ligne centrale qui vient de ici à ici, qui est une ligne extrêmement importante. Ici, c'est la représentation du comte d'Orgaz au moment de sa mort, le 3 décembre, enfin le moment de sa mort et au moment de sa mise au tombeau en décembre 23. Et ici, porté par un ange, vous avez une forme un peu fantomatique et spectrale, qui est une espèce de fœtus ou un spectre, qui est techniquement l'âme du comte d'Orgaz, qui est porté par un archange et qui est porté pour arriver ici. Bon, alors évidemment, je suis revenu à la première image, donc on la voit bien ici, la forme spectrale. Donc ça, c'est l'âme du comte d'Orgaz qui arrive dans cette forme qui imaginez ce que vous voulez, qui arrive dans cette forme qui est donc à droite la Vierge, à gauche la Vierge, derrière évidemment Saint-Pierre qui prépare l'ouverture du paradis, Saint Jean-Baptiste, et puis vous avez évidemment au-dessus le Christ en gloire qui va accepter et recevoir l'âme du comte d'Orgaz. Et donc ça, tout ça, ça forme une triangulation. Et si vous regardez la structure du tableau tel que je vous l'ai marqué dans ce dessin, et puis pardon, et j'ai oublié de vous indiquer que en pointillé, je vous ai marqué toutes les lignes des personnages. Donc les personnages qui sont les commanditaires du tableau, les personnages qui regardent en direction de la glorification du Christ. Et donc qui permettent en fait de faire la bascule entre le plan matériel et le plan métaphysique. Si vous regardez la structure du tableau tel que je l'ai fait, vous avez ici la triangulation donc, du haut du tableau, qui est là où il y a le Christ en gloire. Vous avez les 2 colonnes sur la partie gauche, l'entrée, l'entablement, ou ce qui permet de tenir le truc. Et vous avez très techniquement dans la structure du tableau le plan parfait de la façade d'une église contre-réforme. Vous avez donc ici l'application dans un tableau, l'affirmation de la structure d'un plan contre-réforme. La partie basse ressemble à une demeure, c'est-à-dire il y a une structure, il y a des portes d'entrée et on entre dans cette structure en fonction des espaces. Vous avez une mise en pli qui vous permet de passer à une autre étape et au-dessus de ça, vous avez dans le triangle,
vous avez la fabrication de l'image, qui est une image évidemment de l'espace métaphysique. Vous regardez n'importe quelle église de la Contre-Réforme, elles sont toutes construites sur ce modèle-là. Le tableau du Gréco respecte à la lettre le schéma Contre-Réforme, une glorification au-dessus, une ouverture en gloire au-dessus, et évidemment la clôture du monde terrestre en bas, clôture qui se fait dans l'espace de la mort. Et donc tout ce tableau n'est qu'une tentative de montrer, depuis l'espace de la mort, la possibilité d'un passage vers un espace de transfiguration de cette question de la mort. Alors, ça, c'est la compréhension du tableau. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on le comprend, c'est comme ça qu'on arrive à le saisir, etc. Mais c'est pas fini, parce que la structure du tableau, en fait, elle est beaucoup plus compliquée, parce qu'il y a des détails à l'intérieur qui sont assez fascinants et qui sont assez fascinants. Alors, la première chose, c'est que au sens où Deleuze nous a appris à le voir dans le livre qu'il publie en 1988 sur la mise en pli, le baroque est donc une mise en pli infinie du monde, et qu'en fait, il faut comprendre cette structure du baroque comme une infinie, une surface qui est mise en pli, dans laquelle on va fabriquer des inclusions. Et c'est une multitude d'inclusions qui sont posées dans cette image. Moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est la succession des inclusions. Donc, première inclusion, première typologie du truc, c'est le bandeau qui est là. Ce bandeau qui est ici représente donc une scène. Je vais commencer dans l'autre ordre, parce que sinon ça n'a pas de sens. Je vais commencer avec ici. C'est d'ailleurs ce carreau. C'est le sujet du tableau. Cette scène se passe en 1323, c'est-à-dire que ici, vous regardez quelque chose qui a lieu au XIVe siècle. Ok ? Dans le manteau de Saint-Étienne, vous avez un deuxième niveau de lecture qui est le martyre de Saint-Étienne. Saint-Étienne meurt, je le répète, entre 31 et 40, entre 31 et 39, ce qui veut dire que ce que vous voyez ici se passe au 1er siècle. Okay ? Ici, vous avez Saint-Augustin. Saint-Augustin meurt le 28 août 430. Donc vous avez ici l'inclusion de quelque chose qui a eu lieu au 4e siècle. Non, au 5e siècle, pardonnez-moi. Donc 13e, 14e, 1er siècle, 5e siècle. Ici, vous avez la représentation d'un franciscain. Le franciscanisme, c'est 13e siècle. Donc ce qui est indiqué ici, c'est une représentation de quelque chose qui a eu lieu dans un siècle qui est antérieur à l'enterrement du comte d'Orgaz. Mais cependant, depuis la position du franciscanisme, le franciscanisme intervient encore à l'intérieur de l'image. Donc vous avez ici 3 niveaux qui sont fondamentaux pour la compréhension de la peinture. La scène se passe au XIIIe siècle, mais la scène est sous-tendue par 3 espaces qui sont le premier martyr, 1er siècle, un père de l'Église, 5e siècle, le fondateur du franciscanisme, 13e siècle. 3 inclusions de temporalité qui n'ont rien à voir avec la temporalité, la première temporalité, et qui s'ajoutent les unes aux autres. Toutes ces temporalités ne sont pas montrées en tant que distinction, elles sont toutes absolument absorbées au même niveau, c'est-à-dire tout apparaît au même niveau. C'est-à-dire il faut petit à petit arriver à décrypter pour arriver à comprendre que tout ça, il y a des espaces différents. Ici, là, vous avez sur l'autre colonne, vous avez la représentation de 2 prêtres. Et alors, ces 2 prêtres, là aussi, on est sur une tension qui est compliquée parce que le prêtre que vous voyez ici, le curé qui est ici, peut à la fois être un curé du 13e, du 14e, pardonnez-moi, et à la fois un curé du 16e. Il est à la fois les deux. En tout cas, il est habillé comme un curé du 16e et il fait cette jonction temporelle entre à la fois la messe d'enterrement du comte d'Orgaz et la possibilité d'une messe devant l'image de l'enterrement du comte d'Orgaz, ce qui est absolument pas impossible, puisqu'il est tourné vers nous, et il nous tourne le dos et on peut le voir de cette manière-là. La bande qui est ici représente donc les commanditaires de l'œuvre. Alors on peut y retrouver certains commanditaires probablement importants, mais ça c'est pas ce qui nous importe le plus. Et à l'intérieur de ces commanditaires, qui n'est pas le commanditaire, le peintre, qui lui nous regarde. C'est-à-dire que toute cette bande ici est une signature qui est entre 1586 et 1588. Et donc vous avez un bandeau qui vient vous réclamer quelque chose depuis cette temps qui est 1588. Et puis c'est là que les choses vont commencer à se compliquer. C'est que là, il y a lui. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Alors, lui, ce qui nous permet de savoir qui c'est cette chose. Alors, je suis désolé, mon image est extraordinairement pourrie, mais il va falloir que vous me fassiez confiance. C'est que habituellement, Pontormo a l'habitude de signer ses œuvres
en mettant des petits bouts de papier, en peignant des petits bouts de papier sur lequel il aurait lui-même signé son nom, etc. Et là, il y a un petit bout de papier qui sort de la poche de l'enfant, et sur le petit bout de papier, c'est écrit Domenico Teotocopuli, 1578. Et alors là, c'est compliqué, parce que Domenico Teotocopuli n'est pas du tout né en 1578. Et le tableau n'a pas du tout été fait en 1578. Le tableau a été fait 10 ans plus tard. Il a été fait en 1588 et commandité en 1586. Donc ça veut dire que ce petit bout de papier donne à la fois le nom et la date de naissance du fils de Theotokopoulos. Ça veut dire que les deux personnages qui vous regardent, ce sont deux autres histoires de génération, deux autres types d'inclusion, papa et le fiston de 10 ans. Ça veut dire que la peinture devient quasiment un acte contractuel qui désigne à la fois l'acte de naissance et l'officialité du fils et qui l'introduit à l'intérieur du tableau comme étant le dépositaire du tableau. Ça veut dire que El Greco signe un tableau en l'antidatant de la date de naissance de son fils. Ça veut dire que qui devient le signataire du tableau, c'est son fils en tant qu'acte de naissance. Ça, c'est quand même assez délirant. C'est-à-dire que c'est quand même un processus qui est quand même assez fou. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est fait. C'est évidemment pour la question de la filiation, qui est un acte qui est très compliqué, surtout dans la chrétienté, quand on assume cette filiation alors que le Christ est une autre filiation. Mais il y a ce truc, et ça produit effectivement une sorte de ligne à l'intérieur du tableau, qui est cette ligne la plus importante, puisque c'est cette ligne qui vous demande et qui fait le 8e niveau de temporalisation du tableau, qui est évidemment la temporalité de celle ou celui qui regarde. Et donc ça veut dire que le tableau est une inclusion de 8 niveaux de temporalisation qui vont toutes s'imbriquer les unes sur les autres, qui sont toutes peintes sur un seul et même niveau, puisque ce que vous voyez ne donne l'apparence d'avoir eu lieu qu'à un seul instant, alors que ce n'est pas un seul instant, c'est une compilation par inclusion d'un événement du 1er, du 14, du 13, du 14, du 16, et à l'intérieur du 16, d'un feuilletage entre 1586, 1588, 1578, qui est la naissance du fils, etc., qui devient le signataire du propre tableau. Et c'est évidemment cette arcature fondamentale, la ligne jaune, la ligne rouge que j'ai faite ici, qui signe évidemment le tableau, puisque c'est entre les deux, le père et le fils, que quelque chose a lieu ici. Alors évidemment, on y retrouve évidemment toute la question de la chrétienté. Il y a toute une lecture très complexe à faire sur cette question-là. Alors une fois qu'on a compris cette question, le père, le fils, c'est-à-dire que c'est le fils qui devient signataire. Et alors là, on se rappelle de toute la question de la chrétienté. Et là, on commence à rentrer dans un truc extrêmement compliqué. Alors, je vais prendre 3 minutes pour essayer de tenter cette thèse. Qu'est-ce que fait l'enfant ? C'est extrêmement, extrêmement intéressant de comprendre ce que fait l'enfant. L'enfant, qui est très sérieux, qui est habillé en habit de grands événements, a priori qui n'a strictement rien à foutre à un enterrement, mais qui est là. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? L'enfant pointe du doigt une rose ou une fleur, ou ce qu'on appelle une rosace, sur un manteau particulier qu'on appelle une dalmatique, qui est le manteau que porte Saint Étienne. Ça veut dire que l'enfant, il pointe une image. Or, qu'est-ce que fait El Greco ? El Greco, qui est le père, signe le tableau à partir de son fils. Quelle est la question du principe de l'incarnation dans la pensée chrétienne ? C'est l'épître aux Philippiques. Le père se dégage de quelque chose pour laisser son fils s'incarner. Or, la question de l'incarnation du père dans le fils, qui permet effectivement la formalisation de l'image chrétienne, ça permet aussi la formalisation de la question de l'icône. Or, Domenico Teotokopoulos, il vient de Grèce, il a été formé, de la première formation, il a été formé comme un formateur et comme un producteur d'icônes. Ce que fait l'enfant en tant que signataire, dans un monde catholique qui n'est pas un monde de l'icône, c'est de fabriquer quelque chose qui a à la fois un teneur baroque d'inclusion de l'image, mais qui à la fois, à l'intérieur du tableau, donne une espèce d'espace infini et vertigineuse du doute, et qui dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si la même image, vous la regardez comme une icône ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Performativement, qu'est-ce que devient cette image si vous la regardez comme une icône ? Et à partir de ça, évidemment, l'image, vous êtes obligé de la relire d'une manière tout autre. Et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir comprendre la puissance avec laquelle, dans l'image baroque, El Greco peut produire un nombre incalculable d'inclusions de toutes ces sphères temporelles.
ce que vous regardez n'est qu'une seule et même image, peu importe les inclusions temporelles, qu'une seule et même image qui se fabrique comme une sorte de feuilletage infini, profondément métaphysique et qu'on doit lire comme ça. Et donc on a une espèce de jeu qui est très étrange, qui est une signature conceptuelle qui est très compliquée, c'est-à-dire comment utiliser cette signature conceptuelle de l'incarnation du Christ entre le Père et le Fils qui signe dans sa poche, et non pas le Père, et c'est d'un coup le Fils qui n'a jamais été peintre qui produit la signature du tableau d'une manière étrange en pointant du doigt l'incarnation, enfin pas une incarnation, mais en pointant du doigt une sorte de nouvelle vérité ou de nouvel espace de représentation ou de saisie de l'image. Ce tableau, pour ça, est totalement vertigineux. Absolument vertigineux. Donc ça veut dire que c'est à la fois un geste déictique, l'enfant ne cesse de dire attention, ceci est une image, mais comme l'enfant c'est lui qui signe, ça veut dire que dans ce cas-là, on renvoie à cette déictique qui est une déictique orthodoxe, qui fait que l'image n'est pas simplement qu'une représentation, mais que l'image peut être aussi une icône. Et si c'est une icône, eh ben, l'image, vous la regardez évidemment autrement. Et donc à partir de ça, ça change tout. Et donc, en conclusion de ce que je pourrais dire sur ce tableau, qui est un tableau absolument vertigineux pour toutes ces questions-là, en fait, il faut arriver à comprendre que alors, ce tableau a été un tableau qui a été extrêmement utile pour Gilles Deleuze quand il a publié son texte sur le pli en 1988, et qu'on peut en fait relire, et c'est ce que j'ai fait, la totalité des 3 grandes thèses de Deleuze. Qu'est-ce que Deleuze appelle une image baroque? Deleuze appelle une image baroque une image qui est en 3 points. C'est une image qui est mise en pli. Donc là, il y a une succession de mises en pli. Enfin, il y a un pli central plus un certain nombre d'autres plis qui se fait, qui sont des micro-plis à l'infini, plus tous les vêtements, etc., etc. La deuxième chose, c'est la deuxième thèse de Deleuze sur qu'est-ce que c'est qu'une image baroque. C'est l'inclusion. Les inclusions vont quasi à l'infini. C'est-à-dire c'est une succession d'images. On pourrait encore évidemment parler des autres images qui sont dans les chasubles et les dalmatiques des personnages qui sont au centre, mais on n'en finirait jamais. Et puis la troisième chose, c'est la troisième thèse de Deleuze, c'est la question en fait du vêtement. Le vêtement, c'est-à-dire l'habillage infini des êtres, le vêtement est le dispositif à partir duquel, dans le pli, je vais apprendre à lire la résonance des images. Et que cette image, la résonance des images ici, elle se lie à la fois entre une image qui est une image matérielle et une image qui est beaucoup plus complexe, qui est une image quasiment iconique, elle ne cesse de vous interroger sur la manière avec laquelle vous regardez ce qui est vrai, ou ce qui n'est pas vrai, mais ce qui est supposément vrai dans une image telle qu'elle est construite. Voilà.